à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un suivi lecture spécial sur le challenge Romantaisie de Nina Quill. Et je vous retrouve, on est le mardi 8 mars, il est 7h20 et je vais pas tarder à aller au travail. Je reviens pour vous parler de ma lecture en cours puisque j'en suis arrivée à la moitié. Il s'agit de Le Chant des Sans Repos de Rosa Abraham chez De Saxus. Il rentrait dans la catégorie personnages de couleur, on est sur un roman de folklore africain. Et on va suivre deux personnages, la princesse Karina qui vit avec sa mère au palais. Et elle aimerait vivre un peu une vie normale comme tout le monde, elle adore la musique, elle aime se mélanger avec les gens. Sauf que sa mère la corrige un petit peu en lui faisant comprendre qu'elle est censée être la prochaine sultane. Et donc il y a une manière de se tenir, une manière de se comporter, et surtout il faut qu'elle s'intéresse à ses leçons. Il va arriver quelque chose d'horrible pour Karina et elle va tout faire pour pallier à ce drame. Et elle va commencer à s'intéresser à de la magie, mais de la magie un peu noire d'ailleurs, parce qu'elle est très sombre et elle joue avec quelque chose qu'elle n'est pas censée jouer, on n'est pas censé toucher à ça. Et elle va faire pas mal de petites choses pour essayer d'arriver à ses fins. Je peux pas vous dire vraiment quoi parce que ça spoilerait pour moi une partie de l'histoire, donc voilà, juste je vous dis, Karina, elle va faire quelque chose qui n'est pas censé être fait pour annuler un drame qui s'est produit. Et on suit un deuxième personnage qui s'appelle Malik et lui il fuit avec ses deux sœurs, sa grande sœur Leila et sa petite sœur Nadia. Ils ont fui une ville qui était pauvre, qui était attaquée de mémoire. Et ils arrivent du coup dans la ville de la princesse Karina qui est Ziran de mémoire. Et Malik en fait il a une particularité, c'est que souvent il s'attire un peu les foudres des gens parce qu'il est différent, parce que il est déjà physiquement, il a des caractéristiques un peu différentes des autres et surtout il est magicien. Alors pas tout le monde le sait, mais sa famille le sait, il a des pouvoirs, il est capable aussi de voir des enténébrés, donc en fait ce sont des esprits qui sont pas des esprits forcément méchants de premier abord, mais qui peuvent effrayer parce qu'en fait c'est des personnages qui sont des fois moitié humains, moitié avec des têtes d'animaux, ou des fois représentés par des têtes d'animaux, un serpent, etc. Et c'est vrai que du coup, Malik il en a très peur et des fois il fait des grosses crises d'angoisse, des gros malaises, parce qu'il a peur de cette magie. Au niveau de l'histoire, j'aime bien parce qu'en fait il y a beaucoup d'action, on s'ennuie pas, il se passe plein de choses. Néanmoins, je trouve l'histoire compliquée au niveau des termes. Rien que pour la mère de Karina, donc la mère de la princesse, on l'appelle la sultane, on l'appelle la cresserelle, on dit que c'est la mère de Karina et on l'appelle par son prénom que je ne retiens pas. Et c'est tous des termes comme ça un petit peu trop liés à l'univers, ne serait-ce que les villes. Alors au début on a quand même une carte, hein, mais franchement la carte, moi j'y retourne pas toutes les pages parce que sinon honnêtement il faudrait que j'aie la carte carrément ouverte. En fait il aurait fallu limite que la carte soit à côté. Donc voilà à quoi ressemble la carte. Donc on a bien Ziran, là où vit la princesse Karina. On nous parle d'autres terres, Talari, Falanda, Kissimoku, mais tout ça, on nous en parle pas plus que ça, là dans le premier tome en tout cas. Et au niveau des termes, on nous parle de la porte du Ponant, ils disent des termes techniques par rapport à des entités. Par exemple, divinité patroneuse, on nous parle du Longiata. On nous parle aussi d'Adanko, enfin tous des termes, à chaque page il y a un terme et je suis incapable de retenir en fait. Le Xar Alari, on nous dit beaucoup Ziran, alors Ziran c'est pour ça que j'ai fini par retenir, hein. On nous dit à Osodae, à Kisoku, à Talafri, donc là on comprend que c'est les autres villes. Mais beaucoup de termes comme ça, et il y a un moment donné là, vers la moitié du roman où je suis arrivée, on nous parle de deux populations qui ont toutes les deux des pouvoirs complètement différents. J'ai rien retenu. On nous parle de l'oralgie, l'oralgé, l'oralré, je sais plus quoi. Et c'est ça qui me gêne. C'est ça qui me bloque dans ma lecture, c'est que j'ai déjà lu des romans avec des termes techniques, mais limite on nous faisait un petit rappel en bas de page, ou alors il y en avait mais pas non plus trop, ou alors au niveau des termes ils étaient très différents, ce qui faisait qu'on arrivait à les retenir. Là il y en a trop et finalement est-ce que c'était si utile que ça de nous noyer avec des termes d'autres villages par exemple, alors que pour le moment les personnages restent à Ziran. Encore je dis pas ils iraient dans d'autres villes, et là à ce moment là elle nous parle de la ville et elle nous parle un petit peu de comment ça se passe là-bas, ok. Là on ne bouge pas d'Iran, mais je suis censée déjà savoir toute la carte, sauf que je comprends rien parce qu'ils ont tous des termes techniques. C'est ce qui me freine un peu dans ma lecture et c'est ce qui fait que pour le moment j'aime bien, mais c'est pas non plus transcendant. Je suis pas non plus à adorer le roman parce que justement les termes font que ça me bloque. En fait je suis en train de lire et tout de suite quand je commence un petit peu à comprendre je me repère.
Et le début, honnêtement, je me suis accrochée parce que j'étais déjà en train de me dire, mais attends, t'as lu déjà un chapitre et t'as rien compris presque de ce que t'as lu, tellement il y a les termes, et du coup tu bloques dessus. C'est un petit peu dommage. Après, par contre, comme je vous dis, il y a de l'action, c'est très original, c'est différent de ce que j'ai pu lire, mais par contre, j'ai pas l'impression, enfin, ça me fait pas penser à du folklore africain. Pour moi, c'est même plus égyptien, on nous parle beaucoup des pharaons, même au niveau des tenues vestimentaires, ça me rappelle plus l'époque égyptienne que le folklore africain. Donc j'ai vu d'ailleurs que des personnes trouvaient aussi que ça faisait plus égyptien que folklore africain. Mais c'est vrai que pour le moment, j'arrive pas à me visualiser un peu le style de vêtements comme la fille sur la couverture, quoi. Alors que je m'attendais à ça. Donc on verra bien. Je passe un bon moment de lecture, je reviendrai vous en parler quand je l'aurai terminé. Hello, je vous retrouve, on est le samedi 19 mars et il est 10h10. J'ai l'impression que ça fait un mois que je suis pas revenue vous parler, depuis la dernière fois que je suis arrivée à la moitié de ma lecture en cours. Mais je suis partie 4 jours à Londres avec mon fiancé pour fêter nos 4 ans. Et c'est vrai que Londres, ça faisait des années qu'on voulait y aller. Sauf que, entre-temps, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, notamment le Covid. Et ça a fait vraiment bizarre de retourner dans un autre pays. Franchement, ça faisait vraiment du bien. J'avais pour objectif de terminer ma lecture en cours à Londres avec l'avion, attendre à l'aéroport, etc. Mais mon chéri avait oublié ma liseuse dans la voiture. Donc c'était un week-end sans lecture, mais c'était pas plus mal parce que vu comme on a vadrouillé, j'étais claquée. On a fait notamment les studios Harry Potter, c'était la deuxième fois que j'y allais et pendant 3h30 on a bien piétiné parce qu'on a pris notre temps, il n'y avait pas grand monde, c'était génial. Et du coup j'ai terminé seulement avant-hier, mais j'ai pas eu le temps de revenir vous voir parce qu'avec le boulot c'était un peu compliqué. J'ai enfin fini Le Chant des Sans Repos de Roseanne A. Brown et je suis perdue un petit peu sur cet avis de lecture parce que j'ai passé quand même un bon moment, mais j'ai été quand même très bloquée par les termes techniques de l'univers, que ce soit le nom des divinités, des villes, de la magie, des personnages. C'est tellement des termes assez compliqués qu'on n'a pas l'habitude de lire tous les jours que j'ai eu du mal à retenir ces noms-là. Et là on me poserait la question de c'est quoi cette magie, ou ça c'est quoi, ou ce prénom veut dire quoi, je serais incapable de vous le dire. Alors c'est vrai qu'au début de ma lecture j'étais un petit peu bloquée avec ça. Je me suis accrochée parce que je me suis dit non mais attends, on découvre cet univers, ça peut être sympa. Mais j'ai eu beaucoup de mal, par moments j'étais bloquée avec ces termes, donc c'est ce qui fait déjà que c'est dommage. Et concernant les personnages, que ce soit Karina ou Malik, donc Karina qui est la princesse qui va avoir un événement tragique et qui a la responsabilité de la sécurité de tout son peuple de Ziran, j'ai trouvé qu'elle elle était un peu instable en fait, hein. Elle pète des crises, elle s'énerve. J'ai eu du mal à m'attacher à ce personnage-là, hein. Je l'ai trouvée même des fois très agaçante et même si des fois elle veut protéger les personnes, elle se comporte d'une certaine manière, elle est arrogante pour moi, donc j'ai pas été très fan de ce personnage-là. Et concernant Malik, alors Malik c'est un personnage qui pourrait paraître faible parce que voilà, lui-même le dit, c'est un homme, il pleure, son père lui disait que les hommes ne devaient pas pleurer, qu'il était faible, enfin il a toujours été traité comme un être faible alors qu'il ne l'est pas. Il a quand même des pouvoirs impressionnants, il est capable de voir des esprits autour de lui, que ce soit des esprits gentils ou vengeurs, et il va tout faire pour sauver sa petite sœur Nadia qui a été enlevée justement par un de ces esprits qui se nomme Idir. Et c'est vrai que cet esprit, c'est le seul vraiment où j'ai réussi à me le représenter par rapport aux descriptions. Parce qu'après, on n'a pas tant vu que ça des créatures, hein. Franchement, entre Idir et un autre, j'ai pas souvenir d'en avoir vu des 100 et des 1000. Alors on va dire il y en a 3. 3 vraiment qui rythment l'histoire. Et c'est vrai que le personnage de Malik, je l'ai bien aimé. Je trouve que c'est le personnage en fait qui apporte un peu une sensibilisation aussi aux crises d'angoisse parce qu'il en fait énormément. L'auteur nous a mis au début du roman un trigger warning que je trouve très bien, où en fait on nous dit, je vais vous le dire comme ça vous pouvez être prévenu si jamais vous souhaitez lire ce roman. Il y a d'automutilation superficielle, des violences fantasmées, de maltraitance physique et émotionnelle, des angoisses, des crises de panique, le décès de parents ou d'animaux. Je me suis efforcée d'aborder ces sujets avec sensibilité, mais si vous craignez de ne pas supporter ce genre de scène, sachez qu'elles existent. Je trouve ça très bien. Je trouve que c'est très très bien de faire ça. Alors la souffrance animale, j'ai eu très peur au début quand j'ai lu ce trigger warning, parce que moi les animaux c'est pas possible. Il y a une seule scène au début du roman où ouais ça m'a mis mal. Après le reste ça va, il n'y en a pas des 100 et des 1000. Décès de parents, oui il y en a, effectivement pour certaines personnes ça peut profondément les bouleverser.
Et par contre, ouais, crise d'angoisse et mutilation, il y en a. Après, je trouve pas que c'est un roman où il y a beaucoup de scènes sanglantes ou gore, mais c'est vrai que c'est assez psychologique quand même. On est sur vraiment la façon de penser des personnages, que ce soit leur bien-être ou leur mal-être aussi. Donc c'est un roman où j'ai trouvé que c'était très original dans la manière où on est sur un univers qu'on n'a jamais découvert, le folklore africain, mais moi je dirais même égyptien parce que plus d'une fois on nous parle des pharaons, etc. Donc pour moi pharaon égale Égypte et pas forcément que côté africain. J'ai vu certains avis où ça parlait plutôt même de folklore, mais côté plutôt grec, mythologie grecque. Je ne l'ai pas trouvé, mais peut-être encore une fois que j'ai été bloquée par les noms et que ça fait que j'ai pas non plus une culture de ouf. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas retrouvé de la mythologie grecque. Pour moi, c'était plutôt égyptien et africain. Néanmoins, le gros plus de ce roman, c'est l'action. Parce que franchement, dès qu'on se plonge dans l'histoire, ça défile puissance grand V. Il y a juste vers le milieu du roman où c'est un petit peu latent, on attend que ça redémarre. Mais franchement, l'action elle est quand même bien présente. L'écriture de l'auteur est très fluide, franchement, elle est très agréable. Mais pour moi, ce qui fait que je ne continuerai pas cette saga, parce que j'ai réfléchi, je me suis dit non, c'est que j'ai trop été bloquée par les termes de l'univers et je n'ai pas été attachée au personnage. Voilà. C'est une duologie de ce que j'ai vu, le tome 2 est déjà sorti en VO. La couverture est vraiment magnifique d'ailleurs, on voit les deux personnages principaux, pour moi, Karina et Malik. Là, on a en fait que Karina sur la couverture. Mais c'est pareil au niveau des descriptions physiques des personnages, à part nous dire que Karina, elle a les cheveux couleur argent, j'ai pas eu trop de descriptions physiques, donc j'avais du mal un peu à me les représenter, et même à me représenter vraiment le palais, les tenues. J'ai vraiment eu du mal quand même sur certains aspects à me plonger dans l'univers entièrement, mais c'était quand même sympa. C'est pour ça que je lui ai mis la note de 3 sur 5. La fin se termine d'une manière assez explosive, on a beaucoup de révélations sur beaucoup de personnages. Mais comme je vous le dis, en fait, j'ai eu trop de mal avec les termes et ça m'a freinée. Et c'est vrai que j'avais envie quand même de savoir ce qui allait se passer, mais c'est pas pour autant que je me jetais sur ma lecture. Donc voilà, je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Donc le chant des sans repos par rapport au challenge Romantasy, c'était pour la catégorie 6. Auteur ou personnage de couleur, donc là ça me valide vraiment bien ce thème-là. Et pour ma lecture en cours, je suis dans La Meute du Phénix de Susan Wright, donc c'est le tome 8 sur Dominique Blake, chez Milady, que je lisais en lecture commune avec Fanny. On s'est fait toute la saga avec Fanny en fait, et juste pour les deux derniers, que ce soit le 7 ou le 8, on s'est dit en fait le mois où on allait les lire, mais on les a pas lus en même temps parce qu'en fait on fera une vidéo très spéciale sur la chaîne de Fanny, ça vous aurez bientôt les infos, où on va vous parler vraiment de nos ressentis, de nos avis sur toute cette saga. Mais quand je me plonge dans La Meute du Phénix, j'y vais à reculons et en même temps j'aime bien quand même cette saga, mais j'y vais mais j'ai peur quoi. En fait c'est vraiment ça, j'y vais mais j'ai peur. Et là gros lol parce que c'est le personnage qu'on voulait trop découvrir avec Fanny. Et dès le début en plus il y a un personnage qui ne va pas faire partie de l'histoire tout le long, mais au début qui en fait partie, qui s'appelle Charlène. Et là j'ai dit oh non, non, je veux bien que mon prénom soit dans des sagas mais pas dans La Meute du Phénix. Ça reste quand même une saga fantastique, érotique, sur des loups-garous, des métamorphes aussi qui sont pas forcément loups-garous, qui arrivent au fur et à mesure des tomes. Chaque tome est sur un couple de métamorphes. Et c'est bien de les lire dans l'ordre parce qu'en fait dans les tomes à chaque fois on vous reparle des précédents couples. Et là, je me suis dit, putain, je suis dans une saga érotique, fantastique, bitlit. Mais ça va, parce qu'en fait, je suis pas un personnage principal avec mon prénom, donc ça va, parce que, aïe aïe aïe, avoir mon prénom, si c'était le personnage principal, je pense que j'aurais été très très mal, parce que La Meute du Phénix, c'est La Meute du Phénix. Hein. Si vous connaissez pas cette saga, lisez le premier tome et vous comprendrez. Pour le moment, j'ai lu quoi? Je l'ai commencé hier, j'ai lu 85 pages, non j'ai commencé hier ou avant-hier, je sais plus, bref j'ai lu 85 pages, toujours avec mon petit marque-page que mon copain m'avait offert, je le trouve vraiment drôle. Donc j'en suis à là, aujourd'hui je vais essayer de le lire si j'arrive, ne serait-ce qu'une petite heure, mais c'est un petit peu sportif, sinon j'essaierai de l'avancer demain. Il me permettrait de valider la catégorie 9, je crois, où c'est, oui c'est ça, 9, auteur traduit anglais. En fait c'était soit on lisait un livre en VO, soit un livre qui a été traduit. Et Susan Wright, en fait, de ce que j'ai vu, elle est anglaise. Voilà. Et c'est marqué derrière, en plus traduit de l'anglais. Donc c'est pour ça que j'avais mis dedans. En fait, ils pouvaient me faire même valider la catégorie créature fantastique, mais j'ai essayé de me faire une belle palle. Et d'ailleurs, le précédent tome, Le Chant des sans repos, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un Enemies to Lovers. Donc ils pouvaient me faire valider aussi une deuxième catégorie.
Mais voilà, pour le challenge romantasy, je me suis mis une petite palle pas mal. Après là, pour le moment, honnêtement, ça se lit, hein, j'avance. Il y a quand même des scènes un peu répétitives, mais j'avance. Pour le moment, on suit en fait donc Dominique, qui est un des lieutenants de la meute. Et c'est le seul qui est célibataire maintenant dans la meute. Et il va rencontrer Mila, qui est une jeune russe qui travaille dans une boîte de nuit en plus qui appartient à des métamorphes, dont une personne de la meute du Phénix. Et elle, son âme sœur a choisi une autre personne, elle en souffre, son animal en tout cas en souffre, c'est un chat de palace. J'ai voulu regarder à quoi ça ressemblait, parce qu'à un moment donné ils disent c'est des petites boules de poils qu'on avait envie de tripoter. Désolé, vu la gueule du truc, moi ça me fait pas envie de le tripoter parce qu'il tire la tronche et on a l'impression qu'il va nous bouffer. Mais voilà, c'est un chat de palace, Mila, et elle souffre pas mal. Et on a donc Dominique qui va la croiser et qui va être très intéressé par elle. Et on devine un petit peu le speech, parce que la meute du Phénix, c'est très souvent le même speech. Il va y avoir un ennemi qui va se profiler, qui est déjà en train de se profiler, donc je pense que c'est la personne que je crois être, parce qu'on est déjà à 80 pages, il y a déjà quelqu'un qui vient foutre la merde. Mais c'est à peu près ça, la meute du Phénix, c'est toujours un couple, des métamorphes, des gens qui sont ennemis, la personne qui se dit qu'il n'est pas l'âme sœur de l'autre, alors qu'en fait elle l'est, ils vont s'imprégner, ils vont faire des enfants, et voilà. C'est très souvent ce schéma-là. Mais voilà, moi j'aime bien la meute du Phénix, ça reste... En fait, c'est une lecture qui est légère et drôle en fait. Là, je l'aborde vraiment de manière où je le lis pour rigoler. Enfin bref, je reviendrai vous en parler quand j'en serai arrivée à la moitié. Hello, je vous retrouve, on est le mardi 22 mars et il est 7h20, je vais partir travailler. Je reviens parce que ça y est, je suis arrivée à la moitié de ma lecture en cours, donc la meute du Phénix, le tome 8, Dominique Blake. C'est la meute du Phénix, hein. On a très souvent quand même des répétitions, notamment sur les termes employés pour décrire des relations sexuelles, etc. ou en tout cas de la drague. C'est vrai que j'aime plutôt bien le personnage de Mila, qui est donc un chat de palace et qui a sa tête qui a été mise à prix, elle ne sait pas par qui, elle soupçonne à cause de son frère jumeau en tout cas, parce qu'il est souvent dans des magouilles. Et c'est vrai que même si sa vie est en danger, elle est dominante. Elle n'a pas peur de se battre, elle se fait attaquer plus d'une fois et elle ne se laisse pas faire. Donc j'aime assez bien ce personnage-là féminin. Et d'un autre côté, on a Dominique qui lui aussi a ses problèmes. En fait, pour une fois, c'est les deux qui ont vraiment des gros soucis. Dominique qui en fait, lui, a tellement eu de conquêtes féminines que il y en a une plus récente qui dit comme quoi c'est une louve latente, c'est-à-dire en fait que sa louve dort, elle ne peut pas émerger. Et pour elle, elle est sûre, Dominique est son âme sœur, sauf que pour Dominique, il n'est pas son âme sœur, il a même pas senti qu'elle avait un loup en elle. Pour lui, c'est une simple humaine qui se fait des idées, qui est instable. Et cette femme fait comprendre à son père, qui a quand même les moyens, qu'elle veut à tout prix avoir Dominique comme compagnon, parce que s'il s'imprègne avec elle, elle devrait pouvoir tomber enceinte, puisqu'en étant humaine, soi-disant, elle n'y arrive pas, alors que, étant donné que sa louve est latente, si elle s'unit à son âme sœur, c'est sûr qu'elle tombera enceinte. Voilà, je vous ai fait le speech, et c'est vrai qu'à chaque fois, dans la meute du Phénix, j'ai remarqué, ceux qui viennent foutre le beans, j'ai toujours envie de les étriper, de leur dire, mais tais-toi, dégage, tu gonfles. Parce que les moments où ils reviennent en fait à l'attaque tout au long de l'histoire, c'est vraiment relou, ils sont chiants. T'as envie de leur dire rentre chez toi, arrête au bout d'un moment. Et là, c'est vrai qu'en plus, c'est un peu un dialogue de soi avec le père de cette humaine, parce que Patrick a beau expliquer les choses, etc. Le mec fait genre qu'il connaît tout sur la vie des métamorphes, alors que pas du tout, c'est un humain, il les connaît rien, sur leur mode de vie. Y a un peu des trucs où on se dit c'est un peu spécial. Alors ce qui me fait trop rire, c'est que du coup, dans ce livre-là, le personnage qui porte mon prénom, donc Charlène, elle revient à un moment donné. Et je sais pas, il y a un truc chelou quand même avec elle, donc je suis une compagne de Dominique dans le livre, en tout cas la fille qui porte mon prénom l'est, et ça m'a... J'étais là, ok. Bon, ça m'a fait un peu rire, parce que mine de rien, Dominique c'est le personnage que je préférais le plus dans la meute du Phénix, Fanny aussi, et du coup ça me fait rire qu'il y a mon prénom dans ce 8e tome qui termine la saga. Après je passe un bon moment de lecture, honnêtement je suis assez surprise. Autant le tome précédent, j'ai beaucoup levé les yeux au ciel, parce que déjà il y avait des incohérences, je trouvais. En fait il y a des choses qu'on nous balançait comme ça, comme si en fait ça faisait depuis le début de la saga que c'était un fait. Or non, avec Fanny il y a eu des choses, on a été surprises et on en reparlera lors d'un live sur la saga entière. Et là j'avoue, ça passe bien, ce tome 8 passe bien, on s'ennuie pas, il y a de l'action, il y a des combats, il y a peut-être un peu trop de gens qui cherchent les embrouilles. Mais comme je vous le dis, ça se lit toujours super vite, hein. Je l'ai commencé il
il y a quoi? Il y a peut-être 4 jours, j'en suis déjà à la moitié. Je pense le terminer d'ici la fin de la semaine parce que j'avance assez rapidement, mais je passe quand même un bon moment de lecture. De toute façon, La Meute du Phénix, ça restera une saga quand même que je recommande si vous aimez la romance érotique, si vous aimez du coup le fantastique, bah là c'est un mélange des deux vu que c'est de la bitlit. Et j'adore les loups-garous, là on a beaucoup de métamorphes différents aussi. D'ailleurs, dans ce tome-là, l'auteur elle inclut une nouvelle meute, qui est la meute Olympus, la meute en fait de la famille de Mila, donc des chats de palace. Mais il y a aussi des gloutons, alors je sais pas si, mais je crois que c'est sur les chats de palace de mémoire, il me semble que c'est ça. Et en fait elle a fait une saga sur les chats de palace, donc il y a encore en fait plusieurs sagas qui viennent s'imbriquer autour de la meute du Phénix qui est la saga originale. Il y a la meute Mercure, moi j'avais lu les 2 premiers tomes et ça l'a pas fait avec moi en fait, c'était trop un copier-coller de la meute du Phénix mais sans les personnages du coup que j'aimais bien dans cette saga, donc la meute Mercure moi j'ai arrêté. La meute des chats de palace là, donc la meute Olympus, je ne pense pas que j'allirai. Après moi de cette autrice dans ma palle j'ai Noir Démon, que Fanny a adoré le tome 1, je crois que par contre elle a arrêté parce qu'après le tome 2 c'était pas ouf. Mais j'ai bien envie en fait de lire une autre saga de cette autrice parce que j'aime plutôt bien sa plume. En fait, c'est pas une plume ouf, hein. Comme je vous dis, il y a beaucoup de répétitions, il y a des erreurs de syntaxe aussi dans la traduction, je pense. Mais c'est fluide, ça se lit, ça vide la tête, c'est pas prise de tête justement, c'est pas un univers qui est de malade. Et du coup, j'aime bien. Et d'ailleurs, La Meute du Phénix, j'ai prêté le tome 1 à une copine, j'en ai une autre qui l'a demandé, donc je sens que je vais pouvoir leur filer la saga entièrement, et elles vont pouvoir la lire. Je ne sais pas encore si je la garderai après dans ma bibliothèque, peut-être parce que ça reste quand même ma toute première saga bitlit, donc elle m'a un peu marquée. Et puis, comme je vous dis, j'ai quand même passé un bon moment, surtout si je fais le point avec les 4 premiers tomes, et là pour le moment le 8e, voilà. Je dirais que le 5, 6 et 7 sont ceux que j'ai un peu moins aimés, parce que c'était des personnages que j'appréciais moins. Le 5 je ne sais plus sur qui c'est, mais je sais que le 6 c'était sur Tao et je l'aimais pas trop, et le 7 sur Patrick c'était pas celui que je préférais non plus. Et alors celui-là il m'a vraiment énervé, j'étais en train de sentir que j'étais vers la fin de cette saga, il fallait que ça se termine. Donc là je suis plutôt contente si je termine la saga avec le tome 8 sur Dominique qui me plaît plutôt bien. Donc je reviendrai vous en parler quand j'aurai terminé. Hello, je vous retrouve, on est le mardi 29 mars, il est 8h, je vais bientôt me connecter, je suis en télétravail. Je reviens parce que j'ai terminé de lire La Meute du Phénix. Et je l'ai terminé finalement assez rapidement. Bon, j'ai traîné la lecture, je viens sur une semaine et demie. Mais vers la fin, je suis allée plutôt rapidement. Donc, c'est une fin de tome avec un épilogue. Hein. On dit au revoir en fait au personnage de la saga. Donc une saga qui est quand même composée de 8 tomes. Et j'avoue que j'ai bien aimé ma lecture. Aussi surprenant que cela peut paraître, j'ai quand même bien aimé. Parce que c'est quand même une lecture, moi je trouve, qui n'est pas prise de tête. Où en fait, il y a des passages, ils sont assez drôles, sans que l'auteur veuille que ces passages soient drôles, mais là il y avait un moment donné quand même, la fille elle est blessée et on l'emmène au rayon boucherie. Et moi, ça, rien que là, ce passage, mais j'étais morte de rire alors que ça ne devait pas être drôle, mais moi ça m'a fait rire. Il y a tous des petits trucs comme ça où l'auteur elle fait pas exprès, mais du coup moi ça me fait rire parce que c'est complètement décousu. Et ça me fait passer quand même un bon moment de lecture. Après c'est pas mon tome préféré, je suis un peu déçue à ce niveau-là. Parce que Dominique, c'est mon personnage préféré de la saga depuis le début. Depuis le début avec Fanny, on attendait à le découvrir. On s'est dit, tiens, l'auteur fait exprès de le faire traîner vers la fin parce qu'elle sait que c'est celui qui est apprécié. C'est un personnage qui fait souvent des blagues un peu salaces, il aime bien taquiner. Enfin, moi, franchement, il me fait souvent rire. Et là, dans ce tome 8, j'ai l'impression que c'était pas Dominique. J'ai l'impression que c'était un autre personnage. Il y a des petites punchlines qui sont lancées, mais elles sont pas aussi drôles et bien trouvées que dans les tomes précédents où Dominique il faisait tout le temps chier quoi. Donc je sais pas, est-ce qu'elle a voulu faire un petit peu évoluer son personnage et montrer qu'en fait voilà, maintenant qu'on est centré sur lui, il est un peu plus mature, etc. Mais j'avoue avoir été un peu déçue sur cette partie-là, j'avais pas l'impression de retrouver Dominique, le personnage qui me faisait grave rire dans les autres tomes. Après voilà, c'est un tome 8 où enfin elle change un petit peu son schéma habituel, c'est-à-dire que le duo en fait sont des âmes sœurs. Elle le change légèrement, mais finalement la trame reste toujours la même. On a toujours le mec qui veut la fille qui est un peu en mode je ne veux pas, je me laisse pas faire. Puis un combat tout le temps avec un méchant qui vient chercher la merde et qui revient plusieurs fois le méchant. Genre ils savent pas s'en débarrasser la première fois, il revient.
et avec une guerre, et à chaque fois ils risquent tous de crever, et finalement bah, c'est là où ils se rendent compte qu'ils s'aiment. Voilà. C'est comme ça dans tous les tomes de la Meute du Phénix, je ne spoil rien, c'est sa marque de fabrique à Susan Wright. Alors c'est vrai que dans ce tome-là, elle met en place en fait la meute Olympus, qui est en fait la meute du côté de Mila, donc les chats de palace. Mais je ne lirai pas cette saga parce que la Meute du Phénix m'a suffi quand même. J'ai quand même la saga Noir Démon dans ma palle, le tome 1. Je pense que je lirai pour découvrir un petit peu un côté démoniaque, ça m'intéresse. Mais voilà, en tout cas, tout ce qui est métamorphe pure que peut écrire Susan Wright, j'entends bah, les chats, les loups, enfin si elle fait même sur des aigles ou j'en sais rien, parce qu'il y a beaucoup de métamorphes dans la Meute du Phénix, je n'irai pas parce que ça sera toujours pareil. Et là franchement les chats de palace, même si elle a essayé de les vendre un peu dans ce tome 8, ne m'ont pas intriguée, j'ai pas eu envie d'en apprendre plus sur eux en fait. Au contraire j'ai plus l'impression que c'est des métamorphes un peu relous en fait, qui sont un peu trop agressifs pour moi et chiants. Mais voilà, ça reste quand même une saga que j'ai bien aimée, j'ai passé un bon moment de lecture avec ces 8 tomes. J'ai d'ailleurs prêté le premier à une copine, j'en ai déjà une autre de copine qui veut lire la saga, donc profitez-en, j'ai toute la saga dans ma bibliothèque. Je ne sais pas si je garderai la Meute du Phénix dans ma bibliothèque, ça j'en sais rien. Mais d'un autre côté, j'ai quand même eu pas mal de tomes que j'ai aimés. J'ai adoré le tome 1 et 2, j'ai adoré de mémoire le 4, je crois que j'ai adoré le 5 aussi. Et c'est à partir du 6 et 7 où là vraiment le 6 et le 7 c'est pas passé. Sur Tao et Patrick, je me suis ennuyée, déjà j'aimais pas forcément ces personnages donc c'était pas ouf. Et là Dominique j'ai bien aimé, mais pas autant que ce que je m'attendais quoi. Je me serais attendue à ce que Dominique remonte la barre, et ça n'a pas été le cas. Mais c'est pas grave, je lui ai mis la note de 3 sur 5, je vous laisse lire ma chronique en barre d'infos. Et dans tous les cas, vous verrez sur la chaîne de Fanny, si quand je sors cette vidéo c'est déjà fait, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le live où en fait on va parler justement du tome 7 et du tome 8. Et moi je vous ferai quand même une vidéo Zoom Saga dessus parce que, bah, comme j'ai dit, c'est en plus ma première saga Bitlit et j'ai quand même aimé. J'ai quand même passé un bon moment, je dis pas que c'est parfait, il y a beaucoup de cul, il y a beaucoup de trucs où ça me fait lever les yeux au ciel. Mais j'ai aimé et du coup j'ai quand même envie de vous parler des 8 tomes sans spoil pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre avec la Meute du Phénix. Et en fait je suis en train de réaliser quand même que je crois que c'est la saga où j'ai lu le plus de tomes du coup dans ma bibliothèque. 8 tomes, bah voilà c'est la Meute du Phénix. Donc c'est pour ça, faut que je marque le coup avec une vidéo Zoom Saga, donc elle arrivera prochainement sur la chaîne. Concernant ma lecture en cours, je me suis attaquée au Roi Maléfique de Holly Blake. Je mets la photo là parce qu'en fait il est dans mon salon et j'avoue j'ai la flemme. Qui est donc le tome 2 de la saga Le Prince Cruel, ou Le Peuple de l'air, je crois que c'est ça vraiment l'intitulé de la saga, bref en tout cas c'est le tome 2, et parce qu'en fait le tome 3 est sorti, je l'ai reçu, et j'ai grave envie d'avancer dans cette saga vu qu'elle est terminée en 3 tomes. Donc là je vais lire le tome 2 qui rentrait dans la catégorie, je l'ai mis je crois dans les Enemies to Lovers, pour le challenge Romantasy. Je revérifierai mais il me semble que c'est ça. Hello, je vous retrouve, on est lundi 4 avril, il est 17 h et aujourd'hui je n'ai pas travaillé. Je vais pas m'étendre sur les raisons, je vois mon médecin ce soir mais je n'ai pas envie d'en parler ici. Mais voilà, il y a eu quelque chose qui m'a beaucoup contrarié vendredi et je n'arrivais pas à travailler aujourd'hui. J'en ai profité pour terminer ma lecture qui était Le Roi Maléfique de Holly Blake chez Rajo, que j'ai littéralement bouffé assez rapidement sur cette deuxième partie. Je suis pas venue vous en parler à la moitié parce qu'étant donné que c'est un tome 2, ça sert à rien que je revienne au milieu puisque bah, je peux pas vous en dire trop non plus. Pour vous faire un petit résumé de cette histoire par rapport au premier tome, en fait on va suivre Jude Duarte qui est une humaine et qui avec sa sœur Tarine, qui est sa sœur jumelle, et sa grande sœur Vivienne se retrouvent à vivre dans le monde de Terra Fae. Donc c'est une terre où vivent des Fae, mais ça n'a rien à voir avec Akotar. Les Fae ici sont beaucoup plus sombres, beaucoup plus dures, cruelles. Elle va d'ailleurs en faire les frais avec le prince Carden de ce royaume. Et c'est vrai que cette lecture est assez déroutante parce qu'en fait le premier tome on faisait face à beaucoup de moqueries, beaucoup d'harcèlement. Il y a un peu un trigger warning sur le harcèlement dans le tome 1 parce que quand on est humain on est traité comme de la vermine par les Fae. Ils considèrent les humains comme des serviteurs et vu qu'en fait on est mortel, bah, on n'est même pas digne de vivre pour eux. Et Jude est bah, à l'inverse de sa sœur Tarine qui arrive à plutôt bien se faufiler dans le peuple. Jude, elle vit toujours sur la méfiance, elle vit toujours sur la soif de vaincre, de se trouver une place dans ce monde et de montrer qu'elle n'est pas une simple humaine, qu'elle peut être beaucoup plus que ça.
Et c'est vrai que le premier tome, j'avais adoré. Ça n'avait pas été un coup de cœur parce que j'avais du mal à m'attacher à Jude parce que je la trouvais froide et même très dure. Et c'est l'inverse dans ce tome 2. Parce que dans ce tome 2, même si elle continue d'être hyper stratège, on sent qu'elle a la soif de vaincre, elle met en place des politiques, il y a des retournements de situation énormes. Dans le premier tome, il y avait déjà beaucoup de retournements de situation, beaucoup de sang versé. Dans celui-ci, c'est pas tellement qu'il est chargé en sang, mais il est beaucoup chargé en stratégie et en politique également, avec de la guerre, etc. Mais sans que ce soit lourd comme ça pourrait l'être dans un tome 2. C'est pas du tout un tome de transition pour moi parce qu'au contraire il envoie du pâté. J'ai adoré ma lecture, j'ai franchement adoré et je me suis attachée à Jude dans ce tome 2. Dans le tome 1 j'ai eu du mal et là dans le tome 2 je l'ai vue telle quelle et je me suis dit en fait c'est une fille qui a été enlevée au monde des humains, qui s'est retrouvée dans un monde avec des personnes qui la dénigrent, qui la rabaissent, qui l'humilient, qui vraiment la traitent comme une moins que rien, qui tente même de la tuer plus d'une fois. Et non, en fait, elle en veut, et oui, peut-être qu'elle a un caractère où limite on pourrait penser que c'est elle qui est cruelle comme les Fae, mais parce qu'en fait elle a grandi dans cet univers, et si elle ne se forgeait pas cette carapace, elle se serait fait bouffer, clairement. Donc là, dans ce tome 2, elle est très 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 maligne. Elle va être dupée quand même plus d'une fois, hein, parce que quand on commence à faire de la politique, on peut s'attendre à avoir des petits coups dans le dos, mais là... j'ai adoré ma lecture. J'ai franchement adoré ma lecture. Pour le coup, ça a été un coup de cœur parce que j'ai été transportée dans l'univers. Dès que j'y étais, j'étais bien. Ça m'a vraiment bien permis de me vider la tête, surtout là en ce moment où j'en avais beaucoup besoin. Et voilà, franchement, ce tome 2 était génial. Je n'ai pas eu le sentiment que c'était un tome 2. Au contraire, j'ai trouvé que c'était une suite du 1, mais vraiment bien ficelé, bien amené. Et la fin est assez surprenante, je ne l'ai pas vue venir. Alors je m'attendais à tout sauf à ça. Je m'étais même fait un petit scénario vers les 50 dernières pages. Mon scénario est tombé à l'eau direct, je me suis fait avoir. Je comprenais pas trop au départ la couverture, pourquoi il y avait cette couverture avec de l'eau. Pourquoi le roi maléfique. Alors j'avais pensé à une certaine... idée, une hypothèse, et finalement en fait l'auteur m'a amené sur autre chose, mais surtout la couverture, en fait je comprends beaucoup mieux cette couverture, mais franchement j'ai adoré ma lecture, j'ai mis la note de 5 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et du coup c'est vrai que pour le challenge Romantasy, je pense que je vais le continuer quand même là sur le mois d'avril, mais je vais un peu modifier ce que j'avais prévu de lire, puisque j'ai tout simplement envie d'enchaîner avec le top 3. Voilà. Au début, c'était prévu que je me fasse Crescent City. Je sais, vous êtes plusieurs à vouloir que je fasse Crescent City. Mais là, avec la fin de ce tome 2, je suis obligée de continuer. Et en fait, je suis tellement bien dans cet univers que j'ai pas envie de couper avec un autre. Surtout que Crescent City, il y a des failles aussi. Et je me vois pas quitter un monde de failles, enchaîner avec un autre, c'est pas pour moi. Et là, je l'ai le tout nouveau, là, depuis peu. Il est sorti fin mars, il me fait super envie. Et là, c'est La Reine sans Royaume. Alors pareil, je trouve que les intitulés sont vraiment bien trouvés pour cette saga. Et je pensais pas que j'allais être mordue comme ça de cette saga, mais franchement j'adore. C'est vraiment une saga que je vous recommande. Donc du coup en fait celui-ci je vais venir le faire remplacer le tome 4 de The Mortal Instruments, où c'est les créatures surnaturelles, parce qu'on en a là-dedans. Rien que les failles c'est des créatures surnaturelles, donc je modifie un peu ma palle du challenge Romantasy pour m'arranger, parce que j'ai trop envie de connaître cette suite et cette fin, et en fait ça sera enfin le dénouement final. Donc ce tome 3 vous le verrez dans un prochain suivi lecture. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, est-ce que vous avez participé au challenge Romantasy, pareil, quelles sont vos lectures. Si vous avez lu l'un des romans que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou si je vous ai donné envie de les découvrir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!